Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et nous fêtons par avance, en accueillant Michel Vianès, nous fêtons par avance la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars ou toute la semaine prochaine pour fêter les victoires et les acquis en matière des droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Donc en préambule, ça me semble important de rappeler qu'en 1995, il y a eu un programme d'action voté et qui projette un monde où chaque femme et chaque fille, je cite, peut exercer ses libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal. Alors nous accueillons dans ce cadre Michel Vianès, qui est une institutrice et militante féministe française, qui est fondatrice de Regard de Femmes, une ONG avec un statut spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Vous avez été donc institutrice, puis professeure des écoles, vous êtes une féministe universaliste, et vous vous êtes également intéressée à l'initiation des jeunes enfants à la lecture des images et messages iconographiques, ainsi qu'à leur accès à l'art contemporain. Je voulais le signaler aussi. Donc l'objet de votre association, puisque vous participez chaque année à New York à la commission du statut des femmes et vous y organisez des ateliers, l'objet de votre association, c'est de déconstruire les stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des comportements attendus. C'est de promouvoir la parité politique et professionnelle, de lutter contre les violences économiques, psychiques, physiques et sexuelles envers les femmes, ceci dans un esprit de solidarité avec les femmes de France, d'Europe, du monde, en appliquant les principes d'égalité femmes-hommes et de laïcité. Je suis encore une fois très heureux de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Parlons laïcité. Alors je remercie d'abord Jérémy, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en juin dernier à la manifestation pour le Chevalier de la Barre, et puis Dominique, donc, qui vient de me présenter, qui a retrouvé certaines choses que j'avais un petit peu oubliées, mais c'est vrai. Et puis, monsieur le maire adjoint, dont j'ai oublié votre prénom, excusez-moi, Pascal, avec lequel nous avons échangé parce que je me suis retrouvée pendant 13 ans dans la même situation que lui, dans une banlieue de Lyon, la ville de Caluire. Donc, j'ai été invitée aujourd'hui pour vous parler de laïcité et droits des femmes, et peut-être pour commencer de rappeler que partout, dans l'espace et dans le temps, on observe des rapports de hiérarchie patriarcale et d'assujettissement des femmes. Et quel est le poids justement des religions, la clé du symbolique, dans la formation et le maintien de cette hiérarchie? Je rappelle, si on était besoin, que les religions ont été fixées par des hommes, pour les hommes. Les textes sacrés, transcrits, étudiés, commentés, le furent aussi par ces mêmes hommes qui, pendant des siècles, donc, ont eu le monopole de l'accès à la culture. Et dans toutes les religions, on retrouve des constantes misogynes qui ont abouti justement à cette fameuse discrimination des femmes. Et elles ont été utilisées par les hommes et par les États pour posséder le corps et l'esprit des femmes. Et les femmes, constatant aujourd'hui que leur place dans les religions en particulier est secondaire par rapport aux hommes, alors que leur rôle dans la transmission est primordial, expriment donc la volonté de s'émanciper des religions, soit de s'émanciper totalement, soit de réinterpréter les textes afin de mettre en place un partage égal du masculin et du féminin dans les institutions, les rituels, les enseignements et la parole théologique.
Et donc, si vous voulez bien, je vais articuler mon propos. D'ailleurs, je remercie Jérémy de me donner le temps de pouvoir vraiment échanger avec vous et puis apporter un certain nombre de la masse de recherches que j'ai pu faire sur ces questions. Je vais d'abord parler de la laïcité, donc rappeler quelques fondamentaux, vous les connaissez, mais je pense que c'est toujours intéressant de vous les rappeler. Ensuite, du rôle des religions dans la construction de la hiérarchie patriarcale depuis les origines de l'humanité. Et ça, je l'ai largement expliqué dans un de mes essais, Un voile sur la République, qui date de 2004 et qui est sorti le jour du vote de la loi sur les signes ostentatoires et qui est toujours d'actualité, malheureusement. Et puis, pour terminer, parce qu'il faut quand même être positif, les droits des femmes et l'autonomie, parce que nous avons quand même gagné pas mal par rapport aux religions. Donc, peut-être commencer par la laïcité. Alors, je sais, je crois que le débat est prévu après, donc je vais peut-être aller, mais si vous voulez m'interrompre, vous m'interrompez. Voilà, ça me dérangera absolument pas. Comme vous le savez toutes et tous, l'être humain, donc homme ou femme, est un être libre, justement grâce à l'usage de sa raison et de son esprit critique. C'est ce que nous appelons l'idéal laïque. Et la laïcité organise donc cet espace politique qui repose sur la liberté de penser ER, c'est actif, sur l'égalité en droit et dignité des options philosophiques et des croyances religieuses, et sur la neutralité de l'action publique. Et respecter les trois objectifs en même temps, ce n'est ni naturel ni inné, mais bien construit et acquis. Et c'est d'ailleurs la mission de l'école de la République, de l'enseigner et de la faire vivre aux enfants, ces citoyens en devenir, citoyens et citoyennes en devenir, afin justement de les libérer de tout assujettissement, de toute servitude volontaire. Alors le citoyen n'est pas seulement un sujet de droit, il est également la source de la légitimité politique. Donc nous sommes, femmes et hommes, actrices et acteurs de la société dans laquelle nous vivons. Et on s'aperçoit que de manière plus ou moins insidieuse, nous sommes en train de passer de la notion de ces droits à liberté à celle de droit créance, avec une société qui n'organiserait plus la vie de citoyens, mais de contribuables ou d'usagers. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup voudraient réduire les sociétés humaines, et la nôtre en particulier, aux seuls intérêts matériels, à la seule participation à la vie économique, en évacuant justement tout projet politique. Et comment, donc, dans ce cas, arbitrer entre les intérêts des individus et des groupes, qui sont par nature divergents, voire opposés, et comment, justement, mobiliser contre un péril extérieur. L'actualité nous y fait penser encore plus fort aujourd'hui. Donc, pour en revenir à la laïcité, donc cette impartialité dans la garantie de croire, de ne pas croire ou de douter, et pour toutes les confessions, de pouvoir exercer librement leur culte, sous réserve, de ne pas attenter aux libertés d'autrui, ni troubler l'ordre public, impose donc à l'État, à la République française, aux agents, à tous les agents et agentes des services publics et à leurs usagers, ce qu'on oublie souvent, la neutralité. Et la laïcité, c'est donc un moyen de faire coexister des femmes et des hommes qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions, heureusement. Si on était toutes les mêmes, ce serait quand même fortement ennuyeux, mais qui sont émancipés par une éducation à l'autonomie de jugement. La laïcité, c'est une exigence. Et l'exigence laïque demande à chacun et à chacune un effort sur soi. C'est le lien civique qui a la prééminence sur tous les particularismes historiques ou religieux, sur les solidarités domestiques, locales ou claniques. Et pour reprendre la formule de Renan, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, mais que tous aient oublié un certain nombre de choses. Et donc, les citoyennes et citoyens que nous sommes partie prenante de cette collectivité qui n'est pas seulement une addition d'individualités. Nous nous inscrivons dans une continuité par rapport à un héritage de gloire, mais aussi un héritage de regret. Il faut l'assumer de la même manière. Et je vais citer le Libanais, et je tiens à citer le Libanais, ça a certains poids, parce que leur laïcité, elle n'a rien à voir avec nous. C'est Georges Corme, dans Orient-Occident, la fracture imaginaire, qu'il a écrit en 2002. Et voilà ce qu'il disait. La laïcité est un instrument critique
de tout ordre qui se fige dans l'invocation d'une transcendance, qu'elle soit divine ou civile, et c'est le refus de sacraliser toute doctrine qui serait érigée en absolu, qui échappe à la critique de l'esprit humain, le refus d'essentialiser, c'est vraiment le problème aujourd'hui, d'essentialiser toute différence entre citoyens. Et donc c'est pour ça que je pense qu'elle a encore plus d'actualité aujourd'hui qu'en 2002, 20 ans après. Et donc la laïcité, comme je vous le disais tout à l'heure et comme vous le savez pertinemment, c'est la condition et l'expression de la liberté. Le bonnet phrygien qui coiffait avant Marianne, le bonnet phrygien, son symbole, c'est les esclaves affranchis. Donc il était porté par Marianne au début de la République pour symboliser justement cet affranchissement, et il a disparu petit à petit des représentations au fur et à mesure de la réalisation de la citoyenneté par des mesures concrètes. Donc, en conclusion, la laïcité, c'est le socle de la vie sociale. Elle concerne bien évidemment tous les aspects fondamentaux du fonctionnement de la société sur le plan politique, économique et social. Elle s'inscrit dans notre vie quotidienne chaque fois que nous utilisons un service public, et il y en a encore, heureusement, et elle est présente dans les actes civils qui ponctuent notre vie, la naissance, le mariage, le décès en particulier. Je voudrais quand même faire un petit incident. Si, dans un État, une religion est obligatoire ou privilégiée, donc imposée, la liberté de penser n'est plus possible, et la religion va capter à son profit la puissance publique. Il n'y a plus d'égalité entre les personnes qui vivent dans cet État, et ceux qui ne croient pas en cette religion ou qui l'interprètent différemment subissent donc une aliénation de leurs droits fondamentaux en tant que personnes humaines. On a une unicité de façade, et comme la diversité des opinions et l'égalité en droit ne sont pas respectées, eh bien, on voit les conflits et les guerres des dieux qui se développent. Si, de l'autre côté, vous avez des États où toutes les religions sont reconnues, eh bien, chaque groupe va pouvoir exiger donc de respecter ses propres règles de vie communautaire. L'intérêt de chaque groupe primerait sur le bien commun. Cette diversité cristallise donc les différences. Pour avoir des droits, il faut qu'on soit bien différents. Et érige des murs entre les groupes. Et donc l'espace public va être morcelé. Il n'y aurait plus émergence des principes communs supérieurs aux valeurs et aux principes et aux concepts individuels. Plus de mixité entre les groupes. Les mariages endémiques resteraient la règle. On ne se marierait que dans la communauté. Et des éducations particulières diviseraient d'abord les enfants et les jeunes avant d'opposer les adultes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces pays en cas de conflit entre les groupes pour arbitrer au nom de l'intérêt général? L'État qui n'a pas l'outil de la laïcité, laquelle connaît toutes les religions mais n'en reconnaît aucune, est désarmé, et les pays communautaristes ou multiculturalistes rencontrent des difficultés, puisque ce multiculturalisme va exacerber l'ethnicisation des rapports sociaux et va provoquer l'enfermement identitaire qui va justement dresser les murs au lieu de favoriser lien social et projet politique commun. Donc après ce rappel sur le principe de laïcité, principe universel, il n'y a pas que la France qui est laïque, le rôle des religions dans la construction de la hiérarchie patriarcale. Alors, cette fameuse hiérarchisation patriarcale homme-femme, eh bien, elle s'est construite dès les origines de l'humanité. Les hommes devaient avoir à leur disposition des femmes pour que le groupe des hommes se perpétue. Et là, c'est vraiment ce fameux pouvoir exorbitant des femmes. Et à partir de là, il y a les philosophes grecs ont théorisé l'infériorité des femmes, et c'est le droit romain qui a légalisé donc la subordination des femmes. Donc les religions, comme je vous le disais, depuis les origines de l'humanité, ont mis en place la hiérarchie homme-femme. Les hommes ont cherché à expliquer la création du monde, à proposer des réponses à la question fondamentale, donc pourquoi les femmes ont-elles ce pouvoir exorbitant dont je vous parlais tout à l'heure, et pourquoi les hommes doivent nécessairement passer par une femme
pour se reproduire à l'identique. Là, voilà. Et pour que le groupe des hommes se perpétue, voilà, les hommes doivent avoir à leur disposition une femme qui leur donnera des fils. Et comme en plus, il y avait ce fameux désir d'immortalité qui va les conduire à rendre un culte à leurs aïeux, de père en fils. Donc, il va falloir contrôler que leur fils soit bien le leur, parce qu'un enfant adultérin va rompre cette chaîne et on ne pourra plus leur rendre leur culte. Donc, c'est là cette origine de la possession des femmes et du refus total et du contrôle de la sexualité des femmes. Et on va y revenir après. Donc, des philosophes grecs ont théorisé cette infériorité des femmes. Comme je vous l'ai dit, le droit romain l'a légalisé. Donc, toutes les explications par les philosophes grecs montraient la nécessité de s'approprier des femmes et de pouvoir les maintenir à disposition dans leur fonction de reproduction. La femme n'est qu'un réceptacle. On le revoit un peu aujourd'hui avec la GPA, hein, la femme réceptacle. Pour Aristote, un rapport est réussi si la semence impose le masculin. Donc, la naissance d'une fille signe l'échec de l'homme. Voilà comment la valorisation de l'homme s'est imposée. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on observe les infanticides concernant les petites filles. Donc, ces philosophes grecs ont classé les différences sexuelles en rapport avec d'autres types de différences pour mieux relever toutes les incapacités des femmes. Alors c'était le froid, le chaud, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez fascinant. Et puis, aussi bien en Grèce qu'à Rome, les femmes sont des mineurs sous la tutelle d'un maître. Et cette incapacité des femmes à transmettre la légitimité, on le voit d'abord dans l'ordre successoral. Les femmes ne peuvent pas transmettre ce qu'elles ont. Et donc, c'est le premier. Et puis, on les a exclues de la fonction de délibérer au nom d'autrui et pour les autres. Donc, l'exclusion de la représentation politique. Vous voyez, depuis, voilà, d'où ça vient. Et puis, comme je dirais, le Code Napoléon n'a rien inventé. Et à Rome, l'incapacité des femmes à sacrifier, le refus de la visibilité des femmes aux côtés des dieux, l'interdiction des lieux sacrés sous prétexte d'impureté, ça y est, le sang menstruel arrive, a entraîné donc cette diabolisation et tous les tabous qui ont justifié l'exclusion des femmes du pouvoir et du pouvoir religieux. Et toutes les grandes religions monothéistes qui ont suivi donc celle-ci font de la hiérarchie homme-femme l'ordre d'une nature qui a été voulue et créée par les dieux différents, par chaque dieu. Et moi, la question que je me pose toujours en lisant tous ces écrits, c'est comment les femmes, comment nous avons pu accoucher de cette perfection humaine qui est le spécimen mâle de l'humanité. Quand on nous voit, la manière dont on se... Alors, une petite parenthèse. Les Gauloises. Eh bien, les Gauloises, elles avaient des droits, et même le droit de faire la guerre. Et ça, c'est très important. Pour nous, les Françaises, ça commence à faire quelques cocoricots. Le premier cocorico qu'on pourrait faire. Donc là, je vous ai parlé donc du monde méditerranéen. Mais cette infériorité ne se constate pas seulement dans notre monde méditerranéen. Tradition et religion ont expliqué les incapacités des femmes en faisant appel à la nature et elles ont interprété donc tous ces faits biologiques. Donc le premier d'entre eux étant le sang menstruel. Et là, va s'ouvrir tout cet immense registre du pur et de l'impur, permettant de jouer sur toute la gamme du licite et de l'illicite, du permis et de l'interdit. Pour le bouddhisme, soi-disant religion, voilà, je signale que Bouddha, qui s'est réincarné en tout et n'importe quoi, ne s'est jamais réincarné en femme. Donc c'est quand même... après, on va me dire qu'ils sont féministes. Donc pour le bouddhisme, donc menstru et sang de l'accouchement, condamner les femmes à tomber dans un enfer spécifique appelé les temps de sang, dont elles ne pouvaient échapper qu'après certains rites exécutés par des prêtres, et on est
moyennant finance. Donc les marchands du temple dans toutes les religions. Et les femmes dans toutes les religions vont être dans le même temps intellectuellement stérilisées par une masse d'obligations ridicules et tatillonnes, à commencer par les interdits alimentaires. Les pires, c'est les hindous sur les interdits alimentaires, les tâches domestiques ritualisées, tout ceci pour que l'obsession religieuse soit à chaque instant, et on pense à Dieu. Pas à Dieu, au revoir, on pense à son Dieu. Et donc, partout, les femmes sont impures, les femmes sont domestiques, les femmes sont tentatrices. Eh bien, il va falloir cacher la femme. Et cette matérialisation d'espaces séparés, c'est également une constante. Des espaces privés dévolus aux femmes, l'espace public aux hommes, mais également la séparation. Alors, dans l'origine des mots, dans l'étymologie, sexe et section ont les mêmes origines, donc on voit bien cette séparation, et en particulier dans des espaces communs. Dans le grand temple de Jérusalem, il y a un rideau qui s'appelle Meïtza, donc qui s'appelait Meïtza, donc je ne sais pas si ça existe toujours, et le hijab, la séparation entre les femmes de Mahomet. Alors je rappelle, c'était la séparation entre les femmes et les solliciteurs venus demander conseil au prophète. C'était pas quelque chose qu'elle se mettait sur la tête. Ça, c'est nouveau, puisque c'est dans l'espace public aujourd'hui qu'on voit ce voile, afin que même dehors, elle soit dedans et qu'elle soit séparée des autres. Donc, c'était pas ça la fonction du hijab à l'époque de Mahomet. Et donc, toujours séparer, rendre invisibles les femmes, mais les vanter en tant que mère ou épouse vertueuse, et surtout en faire des servantes obéissantes. Toutes les religions considèrent que les hommes subviennent aux besoins matériels de ces pauvres femmes qui sont des mineurs à vie, en échange de services domestiques, de services sexuels, de services maternels. Heureusement, les femmes se sont émancipées. Et des hommes et des femmes donc ont dénoncé donc cette suggestion, d'abord de manière singulière, puis collective. Et il y a deux grands courants de l'émancipation des femmes. Le premier auquel on ne pense pas souvent, c'est la réforme. Alors c'est paradoxal, bien sûr, parce que l'espace qui a été ouvert par la réforme, qui préconisait la lecture individuelle de la Bible, a été une première bouffée d'oxygène grâce à l'alphabétisation des filles et l'accès direct par les femmes aux textes fondateurs et à la connaissance et à la réflexion, les textes fondateurs de la religion chrétienne. Et donc, les femmes des pays protestants d'Europe du Nord, c'est elles qui ont initié la longue marche vers l'égalité femmes-hommes. C'est bien sûr totalement paradoxal par rapport aux théories traditionnalistes et misogynes de Luther ou de Calvin, mais l'ouverture du protestantisme à la parole des femmes, les différentes fonctions qu'elles ont eues, qu'ont eu les femmes des pasteurs, puis c'était une minorité, donc il fallait que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, vont permettre donc justement la naissance de ce féminisme protestant du XIXe siècle. Et elles ont démontré, donc à contrario, les paroles de Paul de Tarse qui disait que les femmes se taisent dans les assemblées. Dès que les femmes ont pu parler, eh bien, elles n'ont plus accepté d'être soumises à leur mari, comme le préconisait Luther. Mais la grande avancée, c'est la Révolution française. Héritière des Lumières, la Révolution, donc, et je cite là aussi Elisabeth Sledensky, qui n'était pas française, mais je cite, « La Révolution est le moment historique de la découverte par la civilisation occidentale que les femmes peuvent avoir une place dans la cité et non plus simplement dans l'ordre domestique. » Affirmer que le passé n'est pas immuable et l'avenir défini et différent du présent va légitimer cet espace de revendication pour celles qui refusent d'être soumises parce que femmes. Quand reconnaître le statut d'individu aux uns va entraîner qu'ils le soient à tous, quelle que soit la religion, la couleur ou le sexe, comme le disait Condorcet. Et au début
La Révolution fut une embellie pour les femmes. Les femmes ont investi les tribunes du public, des assemblées politiques. Elles ont réclamé le droit de s'organiser en garde nationale, donc prendre les armes. Le droit de vote, je rappelle que Robespierre était pour le droit de vote. C'est important, on est toujours à dire voir ce qui était négatif, mais il ne faut pas oublier. Alors, il y avait Robespierre et Condorcet, c'était les deux qui étaient le plus pour les droits de vote des femmes. Et puis des débats, des revendications sociales qui vont s'appuyer sur les principes politiques révolutionnaires, la réclamation de la mixité dans le travail aussi, la suppression des corporations. Et elles revendiquaient en tant que citoyennes. Et à cette époque, donc en 90, Condorcet affirmait, puisque l'ignorance ayant toujours favorisé la tyrannie, que l'instruction doit être commune aux hommes et aux femmes, publique, laïque et gratuite. Et surtout, que les hommes ne peuvent être libres et égaux si la moitié du genre humain n'est pas libérée de ses entraves séculaires. Vous citiez tout à l'heure la plateforme d'action de Pékin. On voit qu'en 1985, on était encore en train d'en discuter. Et ce que faisait aussi Condorcet, c'est qu'il dénonçait le rôle des prêtres en soumettant la sexualité et l'esprit des femmes à une autorité qu'on ne leur demande pas de comprendre. Eh bien, et là je cite Condorcet, il les prépare à une servitude volontaire ou forcée. Et il y a eu ces lois de septembre 1792 qui vont établir la laïcisation de l'État civil, ça va, et le divorce. Les femmes peuvent choisir leur mari et le quitter. Les deux époux sont traités à égalité. Alors vous imaginez, ça, c'était pas possible. Donc les révolutionnaires sont pris de vertige et devant cette émancipation civile des femmes, la Convention va fermer les clubs de femmes le 30 octobre 1793. Les Françaises sont renvoyées, je prendrai la formule consacrée, dans les bras des prêtres, leurs directeurs de conscience. Mais ce qui est important aussi à voir à cette époque, que si les femmes sont écartées, le combat pour la laïcisation de l'État se poursuit. Et en février 1795, donc la liberté des cultes, la séparation de l'État et des religions, le Concordat le 8 avril 1802 et le Code civil en 1804 où aucune référence n'est faite à la religion. Mais le Code civil napoléonien inscrit dans la loi l'inégalité des hommes et des femmes par l'incapacité juridique et civile des femmes, l'homme, et je cite, est le juge souverain et absolu de l'honneur de la famille. Le Code admet que le mari peut joindre, je cite encore, la force à l'autorité, avec modération. J'attends de voir. Et l'article 324, dit article rouge, qui n'a été aboli qu'au début du XXe siècle, rend exclusable le mari meurtrier de son épouse ou de l'amant lors d'un flagrant délit d'adultère. Évidemment, pas de réciprocité dans l'indulgence pour la femme meurtrière qui aurait tué son mari, pris en flagrant délit avec sa maîtresse. Et ceci perdure bien sûr dans de nombreux pays, ce qu'on appelle les crimes d'honneur, soit dans la coutume, soit même dans les lois. Donc, tout le long du XIXe siècle, celui qu'on appelait le siècle noir des femmes, françaises en particulier, les femmes ne sont pas reconnues comme des individus. Elles n'ont pas de place dans la citoyenneté universaliste et individualiste. Elles ne sont pas incluses dans le suffrage dit universel de 1848 de la République masculine. La fraternité, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, rentre dans la devise républicaine, mais ne s'applique pas aux femmes. Alors que, dès 1885, Hubertine Auclair écrivait « Il faut que les assemblées soient composées autant de femmes que d'hommes ». Les républicains craignaient donc un vote des femmes influencées par leurs prêtres, les directeurs de conscience, mais c'était quand même bien eux qui avaient fait en sorte qu'elles les écoutent. Donc il faut quand même savoir aller jusqu'au bout de ces pensées. Et donc cette fameuse république hémiplégique, puisqu'elle n'était que sur une jambe, la jambe masculine, a perduré jusqu'en 1944. Et les écrits de Condorcet, il a fallu près d'un siècle pour que les grands républicains réalisent l'erreur. Pour Jules Ferry, celui qui tient la femme tient tout. C'est pour et je le cite là aussi, c'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela
qu'il faut que la démocratie la lui enlève. Et le combat pour l'école laïque devient aussi un combat pour l'instruction féminine des filles à la conscience libérée et non des porte-voix des religieux, dans un espace public, celui de la raison et de la tolérance réciproque, organisé en tant que tel. Et entre 1880 et 1889, il y a eu énormément seront votées des lois qui vont modifier durablement donc le paysage politique, qui vont conduire à l'affirmation constitutionnelle de la laïcité. Et parmi ces lois, deux importantes, celle sur la réhabilitation du divorce, qui était interdit pendant tout le 19e siècle, et puis, jusqu'en 1882, et puis la loi du 2 mars 1882, avec la création de l'école laïque pour les deux sexes. C'est la première clé qui va permettre d'ouvrir aux filles l'accès à l'égalité des chances. Et on s'aperçoit qu'une génération après, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est votée, elle est bien affichée là. Cette séparation est indispensable. La religion qui relève de la foi, donc de l'invérifiable, n'a pas à inspirer les lois, ni à inspirer de contrôle sur le politique. Et bien sûr, je vais rappeler, mais vous la connaissez parfaitement, les deux premiers articles. L'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit, donc c'est le premier point de la laïcité, c'est liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées, c'est après, dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Bien sûr, avant d'arriver au combat actuel, il y a eu cette atteinte très forte au principe de laïcité par le gouvernement de Vichy, qui va rompre avec l'égalité en droit des citoyens, avec toutes les lois anti-juives, avec l'abandon de la devise républicaine, avec l'abandon de Marianne. Et puis, c'est pour cela que, lors de la libération, deux moments très importants pour le droit des femmes, 1944, le droit d'être électrice et éligible, et la laïcité est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que dans celle de 1958. Donc nous sommes sur un principe constitutionnel et toutes les lois votées doivent le respecter. Voilà ce que je voulais faire au point de vue historique. Alors maintenant, on va retrousser les manches et on va aller vers les combats. Alors les mouvements féministes donc, ont bien fait le lien entre l'éducation pour le métier et le revenu, pour l'indépendance de chacune, avec toutes les batailles juridiques pour en disposer. Mais le préalable au combat féminin de la deuxième moitié du XXe siècle a été, puisque les règles de droit sont bafouées dans le privé, de poser comme principe que le privé est public. En effet, les femmes restent à la maison, le privé n'est pas du domaine public, donc les violences faites aux femmes n'ont pas à tomber sous le coup de la loi. Or, les violences faites aux femmes, c'est bien un trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public parce qu'il y a des femmes qui sont tuées, donc trouble à l'ordre public, parce que c'est un coup, trouble à l'ordre public, parce que c'est pas acceptable que des personnes soient maltraitées sur le territoire. Donc on est bien sur un trouble à l'ordre public et c'est pour cela que ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe dans la chambre à coucher n'est pas du privé. Donc c'est extrêmement important. Mais les stéréotypes restent prégnants et comme vous l'avez dit, c'est le premier objectif de Regard de femme, c'est de les déconstruire. Et je vais citer Einstein qui disait qu'il est plus facile de fissurer l'atome que de déconstruire un stéréotype. Donc, on s'aperçoit que dans l'inconscient collectif, c'est forgé dans cette légitimation du pouvoir masculin sur les femmes, avec la violence comme instrument. Et on admet aujourd'hui, en particulier au nom d'un relativisme culturel ou religieux, que les femmes soient privées d'un certain nombre de droits fondamentaux, le droit de disposer librement d'elles-mêmes, de leur corps, de leur esprit et de leurs actes. Et donc, c'est par les revendications de disposer librement de leur corps, d'avoir la maîtrise de leur désir d'enfant, que les femmes vont s'affranchir du poids des religions. Même si leur application est différée, l'égalité en droit passe dans les textes et dans les têtes. Une femme existe en elle-même aujourd'hui, pas seulement par rapport à son mari et à ses enfants. Et partout dans le monde,
En suivant des cheminements différents, les femmes, dans le troisième quart du XXe siècle, vont s'affranchir du poids des religions par les revendications justement de disposer librement de leur corps et comme je vous le disais tout à l'heure, de leur corps, de leur esprit et d'avoir la maîtrise de leur désir d'enfant. Et cette avancée était visible dans tous les pays du monde. Il suffit de voir des photos, moi je suis née en Tunisie, donc il suffit de voir des photos dans les années 80, des rues de Paris, de Tunis, d'Alger, de Kaboul, de toutes les villes que vous voulez, pour voir toutes les filles et toutes les femmes habillées, je dirais, de la même manière, en mini-jupe, puisque c'était la mode à ce moment-là. Et cette émancipation féminine, qui est une orientation sociale décisive, a justement infléchi le rapport des femmes à la religion. Et son incidence a pris des formes vraiment variées et carrément opposées, entre le progressisme pour les unes et l'intégrisme pour les autres. Et ces combats vont troubler profondément donc l'ordre ancestral qui était supposé naturel et surnaturel. Toutes les religions voient s'opposer les femmes, les traditionnelles, donc gardiennes de l'orthodoxie, qui se considèrent comme les seules conformes aux prescriptions de leur Dieu, fidèles et fécondes, pour transmettre aux générations la foi des futures, la foi des anciens jours. Et en même temps, toutes les religions ont un courant libéral, pro-choice, le choix de l'enfant en particulier, qui admet les mariages interconfessionnels, la maîtrise du désir d'enfant, la prêtrise, les sexualités différentes. Et donc, on voit bien que c'est cette maîtrise par les femmes de leur désir d'enfant, de leur autonomie financière, de leur corps et de leur esprit, qui a paniqué les machocrates. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont appelé au secours les religions et le différentialisme pour tenter de faire régresser la situation des femmes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de manière de plus en plus forte ici et dans le monde. Et donc, tous ces fondamentalismes religieux ou prétendus tels, qui sont surtout politiques, considèrent donc l'émancipation de la femme comme la cause de tous les fléaux de la société, mot qui disparaîtrait si l'on revenait à ces fameuses conceptions théocratiques, patriarcales, de domination des hommes et à l'acceptation par les femmes de leur soumission. Et pour convaincre les femmes de revenir aux schémas patriarcaux théocratiques, la soumission à Dieu se matérialisant sur terre à la soumission aux hommes, ils vont utiliser deux types de discours. Un discours hypocrite de protection des femmes, ces pauvres femmes qui ne seraient pas capables d'eux, et un discours d'intimidation. Ils vont jusqu'à la menace de punition sur terre ou au ciel, c'est-à-dire une punition éternelle si les femmes n'obéissent pas aux traditions. Et c'est la mainmise sur la fécondité et la sexualité des femmes qui a été et qui reste le moteur de l'oppression. Tous les extrémismes religieux prétendus tels, je dis bien prétendus tels parce que c'est politique, pour moi c'est plus que religieux, se soutiennent. On voit à l'ONU, puisque vous vous rappeliez que nous allions tous les ans à l'ONU à la commission du statut des femmes, les votes conjoints du Saint-Siège, de la Pologne, des fondamentalistes protestants américains, des États musulmans, dans les conférences internationales contre l'accès des femmes au droit à disposer de leur corps. Et donc, quand on entend les représentants du Vatican dénoncer les avancées des droits des femmes à l'ONU, je vous prie de croire qu'on n'est pas très... On a envie de leur demander, vous avez combien de femmes chez vous ? Bien, bon, ça, c'est une rage qui me prend tous les ans. Voilà. Et donc, ces fameuses tentatives de régression des droits des femmes passent par une instrumentalisation de la religion et donc en France par les attaques contre la laïcité. Ceux qui veulent que la foi passe avant le droit. Comme le disait Jaurès, la loi pour tous, je rajoutais pour toutes, mais la foi pour soi. Et donc, on est sur des discours hypocrites de protection des femmes ou d'intimidation, et chaque fois, on s'aperçoit que, par exemple, je vais vous citer les fondamentalistes américaines, pour bien montrer que c'est partout. Elles affirment aujourd'hui que les femmes, alors j'ouvre les guillemets, ont pour plus noble ambition de plaire à Dieu en respectant la mission qu'il nous a confiée, soutenir nos maris, élever nos enfants,
prendre soin des autres. C'est pour ça qu'il me paraît indispensable de rappeler Kant, les Lumières, c'est la sortie de l'homme et de la femme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Donc on voit cette stratégie qui est mise en place par les hommes et les États qui utilisent donc la religion, et en particulier ceux qui utilisent l'islam pour convaincre les femmes de leur soumission, eh bien en même temps, ça leur permet de mener le combat contre les principes universels fondamentaux dénoncés puisque occidentaux. Alors juste une parenthèse. Lors de la Déclaration universelle des droits humains à New York, il y avait plusieurs femmes. Alors on parle beaucoup, bien sûr de l'américaine, hein, mais il y avait une autre femme, Madame Ansa Mehta, qui était une indienne. Et c'est elle qui avait demandé qu'on ne parle pas de droits de l'homme, mais de droits humains, human rights. Parce qu'elle disait que dans le monde, dans la plupart des pays, si on ne parlait que de droits de l'homme, les femmes seraient exclues. Donc c'est pour ça que dans la version anglaise, donc la version, la première, c'est les droits humains. Et qu'en France, on a traduit droits de l'homme et que nous nous battons pour en parler de droits humains. Mais je voulais faire je voulais en parler parce que ça me paraît quand même important. Et donc, c'est pour bien montrer que les droits humains ne sont pas occidentaux, ils sont universels. C'est une indienne qui tenait à ce qu'ils soient appliqués. Et donc, aujourd'hui, l'attaque se porte sur les esprits avec cette confusion volontaire entre le racisme qui concerne les personnes et la religion qui concerne les idées. Et on voit aujourd'hui que des extrémistes religieux musulmans sont en train de combattre en opposant au féminisme, alors je cite, occidental, blanc, colonisateur, un féminisme islamique, et l'émancipation des femmes viendrait de leur choix personnel, de leur consentement à se soumettre à Dieu. Donc c'est ça la force. Ils arrivent à faire en sorte que les femmes s'approprient ce consentement. Et ça va leur permettre ensuite à ces extrémistes d'opprimer tranquillement leurs coreligionnaires, à commencer par les femmes, avec le soutien de ces différentialistes occidentaux qui acceptent une différence de droit pour les femmes au nom de traditions religieuses. Et cette accusation d'ethnocentrisme qui nous est souvent proférée par ceux qui veulent enfermer les femmes dans les traditions patriarcales a un impact sur ce que j'appelle, moi, les benets compassionnels. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des personnes, des hommes et des femmes, vont considérer que l'égalité en droit, qui est un principe universel, ne concernerait que les occidentales, et il accepte la séparation et l'inégalité homme-femme pour celles considérées définitivement comme non occidentales, même si elles vivent en Occident depuis plusieurs générations, et que si spirituellement, elles ont construit aussi leur indépendance. Donc, je rappelle que le relativisme culturel, c'est du racisme, puisqu'il interdit à des personnes de jouir des droits fondamentaux universels. Et au nom d'une tolérance non réciproque qui s'oppose à la laïcité, dans la prétention justement de défaire les lois de la République pour la remplacer par la loi religieuse, pour régler les mœurs et la société civile, il s'agit chaque fois de demandes d'exceptionnalité, de passe-droit, de dérogation aux lois et aux règles républicaines au nom de distinctions imaginaires que la raison ne peut vérifier, c'est-à-dire de tradition. Et moi, je me demande comment peut-on prétendre intégrer, en séparant, non seulement on ne crée pas de lien social, mais on risque quelque part aussi de désintégrer la République. Donc, pour moi, comme toutes les autres, les femmes de confession ou de filiation musulmane s'émancipent des extrémismes religieux, dont elles sont les premières victimes. Et pour moi, comme je vous disais, les petites filles, justement, de filiation musulmane ont les mêmes droits que toutes les autres petites filles sur le territoire. Seulement, la parole des femmes est occultée, et c'est pour ça que nous soutenons celles et ceux qui veulent faire accéder les femmes et leurs familles aux droits pour lesquels nous nous battons. Et donc, toutes ces pressions subies, le harcèlement intégriste, font souvent oublier qu'en France, en particulier, le blasphème n'est pas un délit. Il ne s'agit nullement de racisme, c'est-à-dire d'une discrimination sur une base d'apparence physique, mais bien de l'expression d'un désaccord ou d'une critique à l'égard d'une opinion.
invérifiables, aux conséquences d'ailleurs sociales qui sont néfastes. Et il s'agit bien de défense des valeurs républicaines et universelles. Et de rappeler aussi que les violences commises sous prétexte religieux sont des délits ou des crimes selon leur gravité. Il faut pourchasser et sanctionner impitoyablement ceux qui, au nom de traditions théocratiques et machistes, parce que c'est surtout ça, réduisent les femmes à une condition infrahumaine. Et chaque fois qu'est tolérée dans l'espace public une obligation imposée par les fanatiques, cela signifie que l'oppression communautaire va pouvoir s'exercer sur les millions d'hommes et de femmes musulmans vivant un islam laïque largement majoritaire en France. C'est aussi une défaite de la pensée. Et comme l'immense majorité des croyants de toutes les religions, ce sont d'abord des laïcs qui ne réclament pas le droit à la différence, mais le droit à l'indifférence. Et donc, il faut aussi rappeler, je terminerai là-dessus, que la France laïque est également la référence pour les hommes et les femmes qui se battent partout dans le monde contre des traditions inégalitaires, archaïques et théocratiques, en sachant que leur idéal est inscrit dans la Constitution française. Et celles et ceux qui vivent dans des pays où l'islam est religion d'État, mais celles et ceux qui vivent dans des pays où le catholicisme est religion d'État, je pense à la Pologne, celles et ceux qui vivent dans les pays où c'est les protestantismes, les nouveaux protestantismes qui ont un poids fort dans l'État, eh bien nous interpellent à juste titre. Comment peuvent-ils, dans leur pays, réclamer les droits universels de la personne humaine si la France, pays de la laïcité, par lâcheté ou compassion insensée, abandonne nos compatriotes de confessions ou de filiations diverses au diktat des extrémistes. Et donc, c'est également, je dirais, aussi un point de développement humain, puisque tout le rapport des experts dans le monde confirme que le développement d'un pays est lié à l'émancipation des femmes de ce pays. L'inégalité des sexes est la cause principale de la pauvreté et de l'exclusion. Ça confirme les idées de Condorcet et le rapport du PNUD, c'est-à-dire l'organisme de l'ONU pour le développement, sur le développement humain, en particulier dans les pays arabes, vers la liberté des femmes dans les pays arabes, et qui explique que c'est lorsqu'elles pourront avoir l'autonomie et de pouvoir aller travailler et avoir des revenus de leur travail, que l'économie de ces pays, malgré la manne pétrolière, n'est absolument pas au niveau où elle devrait l'être. Donc c'est bien, partout dans le monde, toutes les femmes doivent avoir accès aux droits fondamentaux universels, et surtout pour nous, ne pas être dupes ou complices des discours englobant des fondamentalismes religieux, qui est la négation de l'autonomie de l'individu. Pour cela, eh bien, tout simplement, affirmer les principes universels d'égale dignité des femmes et des hommes, refuser toute justification religieuse d'atteinte aux droits des femmes. Toutes les femmes et les jeunes filles dans les pays ont les mêmes droits, et dénoncer, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, l'argument du relativisme culturel qui permet justement au fondamentalisme religieux d'opprimer leurs coreligionnaires, à commencer par les femmes. Et je vais donc, si vous voulez bien, répondre à vos questions. Je pense que j'étais assez longue et je vous remercie de votre attention. Parlons laïcité, le débat. Je vais commencer donc par un point de détail. D'abord, vous dire que j'ai apprécié le tableau d'ensemble, que c'est très instructif. Le point de détail, pour commencer, c'est, vous avez parlé des usagers des services publics qui devraient, j'ai compris, faire attention à quelque chose. Je voudrais que vous précisiez, s'il vous plaît, ce que vous entendez par là. Les usagers des services publics, pour moi, les usagers des services publics doivent respecter la neutralité des personnes vis-à-vis auxquelles ils s'adressent. Un médecin, par exemple, on ne va pas lui imposer, en fonction de son sexe, de soigner une personne ou une autre. Donc c'est là ce que j'entends. Quand vous allez dans un guichet, je sais pas, à la mairie ou dans un service social quel qu'il soit, eh bien vous n'allez pas
imposer votre vision du monde, et en particulier votre pratique religieuse. Vous n'allez pas faire vos prières parce que c'est l'heure, mettre votre tapis de prière et prier. Vous n'allez pas porter le kirpan quand vous rentrez parce que vous êtes hindou et que le kirpan c'est le symbole de votre virilité que vous devez montrer partout. Vous n'allez pas le porter pour entrer dans un aéroport par exemple. Vous allez rencontrer les personnes. C'est dans ce sens où je dis que la neutralité s'impose aussi aux usagers des services publics. Si on veut, on a la chance d'avoir encore des services publics, donc une des choses, c'est de le respecter. Question suivante. Bonsoir. Je veux dire, la lutte féministe et la lutte de la laïcité sont-elles fondamentales, différentes? Qu'est-ce que vous pensez? Et parce que c'est une grande discussion, la lutte laïcité et la lutte féminisme. Oui, merci pour votre question. C'est une question extrêmement importante. Alors, je vais d'abord répondre et puis après je rentrerai dans les détails. La laïcité est une condition nécessaire pour l'émancipation des femmes, mais pas suffisante. Et donc, je vais rentrer plus en détail. Donc, en effet, dans un pays, comme je disais tout à l'heure, où la laïcité n'est pas respectée, où la religion, la loi religieuse s'impose, je ne connais pas de religion qui ne soit pas misogyne. Donc déjà, c'est un point qui fait qu'on ne peut pas y avoir de féminisme dans une religion. Pour moi, c'est pas possible. Même en interprétant les textes, on peut avoir sa foi, hein, bien sûr, l'intime, ça, chacun la foi qu'il veut. Et on n'a pas à rentrer dans l'intime, hein, puisque c'est la liberté de conscience. Hein, on n'a pas à rentrer là. Mais qu'on vienne me soutenir qu'une religion ne soit pas misogyne, j'attends de voir. Donc, déjà, c'est pour ça que je dis que c'est fondamental, cette séparation du religieux et du politique. On peut être croyante et féministe. Hein. Vous voyez bien la distinction que je mets. Hein. Vous suivez bien ce que je vous dis. Donc, on peut avoir à la foi, une foi dans n'importe quelle religion, mais on peut être féministe. Mais les religions elles-mêmes, elles sont toutes misogynes. On va trouver dans toutes les religions ces tendances misogynes. Alors, pour le féminisme, c'est-à-dire pour l'émancipation des femmes, une fois qu'on s'est émancipé par rapport aux dictates de la religion, par exemple, si votre religion vous dit je sais pas moi, quand vous devez faire à manger, vous ne pas mélanger les produits d'origine animale et les produits d'origine végétale. Là, ça, c'est, je dirais, vous faites, si vous le croyez, vous le faites, mais si vous ne le croyez pas, ben, vous ne le faites pas. Et c'est ça, pour voir si vous vous adaptez, si vous avez une liberté de conscience par rapport à votre pratique religieuse. Voilà. Par contre, où ça pose problème vis-à-vis, où ça ne suffit pas pour le féminisme, eh bien, c'est que vous avez énormément d'autres combats du féminisme. Par exemple, l'égalité femmes-hommes dans le travail. Hein, donc ça. Alors, du moment où vous êtes sorti de votre religion qui vous interdit de travailler, vous êtes sorti de la religion qui vous interdit de rencontrer des hommes hein, et des personnes d'autre sexe. Donc, une fois que vous êtes sorti par la laïcité, le chemin n'est pas terminé. Donc vous avez aussi à vous battre contre la misogynie qui existe partout, contre justement ces... Et puis par exemple, politiquement, enfin, vous êtes aussi obligé de vous battre parce que le pouvoir, il a un sexe et les hommes ne veulent pas trop lâcher. Donc on est bien dans ces autres combats. Mais je dirais que le premier des combats, c'est d'abord de s'émanciper par rapport à tous les dictates la religion, parce qu'en plus, la religion, ça, vous permettez l'expression, ça prend la tête. C'est-à-dire que ça vous obsède, c'est tout le temps. Du moment où vous vous sentez libre dans votre tête de pratiquer votre religion comme vous le voulez, ou de ne pas pratiquer de religion, ou de douter, à ce moment-là, vous pouvez construire le reste du féminisme. Alors moi, je veux bien faire une remarque. J'ai entendu un chiffre, alors je ne sais pas s'il est actuel, c'est que toutes les 10 minutes, une femme se fait violer en France. Et j'entends aussi un autre chiffre, alors je ne sais plus si c'est tous les 2 jours et demi ou tous les 3 jours, une femme se fait tuer sous les coups de son conjoint. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire là-dessus? Parce que effectivement, on voit le patriarcat qui est encore très dominant en France. Oui, la violence, bien sûr, en France, dans aucun pays du monde, l'égalité femmes-hommes est une réalité effective. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il n'y en a aucun. Mais vous avez des pays où il y a des lois
qui permettent justement, et qui disent que c'est un crime ou un délit. Hein. C'est ça qui est important aussi. Et puis après, il faut qu'il soit appliqué. En effet, vous avez, l'actualité est là. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir comment il y a une évolution. Il y a quelques années, on parlait de crimes passionnels. Alors moi, le premier combat que j'avais mené, c'est de dire que c'est des crimes possessionnels. Parce que ces crimes arrivent très souvent lorsque la femme s'émancipe du conjoint violent. Et puis, et puis maintenant, on prend les termes qui nous viennent d'Amérique centrale, donc le féminicide. Et là, aujourd'hui, ce terme est employé par tous les médias. Alors, c'est pas un terme juridique, mais c'est le terme qui dit bien ce dont il s'agit. C'est-à-dire que tous les 2 jours et demi, en France, malgré tout notre arsenal législatif, une femme meurt sous les coups de son conjoint parce qu'elle a voulu s'émanciper du pouvoir qu'il avait sur elle. Ça, c'est sûr. Le viol toutes les 10 minutes, ce chiffre, je ne l'ai pas. Alors, c'est vrai que le chiffre du viol, c'est un chiffre qui est totalement noir, parce que la plupart des femmes ne vont pas déposer plainte. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'elle dépose plainte, eh bien, il n'y a que 20% de suivi de ces plaintes. Hein. C'est ça c'est ce chiffre pour moi qui reste en tête et qui est important. Et donc, c'est notre combat de tous les jours, hein, contre les violences. Alors, et c'est là où on voit le rôle des associations de droits des femmes. C'est d'abord faire évoluer les lois, et puis ensuite, c'est faire en sorte qu'elles soient appliquées et qu'elles soient connues. Et puis, donc, vous avez aujourd'hui un certain nombre de pistes, hein, sur ces lois, c'est-à-dire d'abord la formation des personnes qui sont les premiers à entendre les femmes, c'est-à-dire policiers, gendarmes. Et donc, par rapport au fait qu'il faut les faire connaître les lois, donc les lois sont votées, il faut ensuite les faire connaître, et les faire connaître du grand public. Et toutes ces réunions que nous faisons est importante. Et puis, toutes les interventions qu'on peut faire dans les établissements scolaires, puisque nous les faisons, lycée, collège, lycée, université, dans les centres sociaux, chaque fois qu'il y a un fait qui est repris par les médias, eh bien, on sait que chaque fois, il y a des femmes qui vont mettre des mots sur ce qu'elles subissent et qui vont appeler et qui vont dire non. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler autour de soi. Ne pas dire ce qui se passe. On parle beaucoup du voisinage aujourd'hui. C'est quand même ne pas... Enfin, c'est pas du tout de la délation, il faut le faire. Et lorsqu'en 2010, c'était la grande cause nationale, la violence envers les femmes, ça revient périodiquement. Donc en 2010, ce que nous avions obtenu, on avait droit à une publicité qui passait à la télévision, donc les 20 associations qui avons été nommées par le Premier ministre de l'époque pour faire partie de ce groupe, nous avions fait comme publicité. C'était dans une maison, il y avait un homme qui tous les matins prenait son petit déjeuner, prenait son cartable et sortait pour aller travailler. Et on entendait toujours du bruit en haut, du bruit. Et puis un jour, et puis ça repassait plusieurs fois, et puis un jour, il prenait son petit déjeuner, il n'y avait plus de bruit, et il a levé la tête vers le haut, et bien sûr, la femme donc avait été tuée. Donc c'est bruit de... Et donc c'est ça, c'est justement cette indifférence. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le premier témoin des violences familiales, ce sont les enfants. Et là aussi, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que la lutte contre les violences, c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours, de tout le monde. Alors c'est pas facile, c'est pas du tout facile parce que on est dans le couple, on pense qu'il y avait de l'amour au départ. Hein, et donc, on n'arrive pas... je comprends aisément pourquoi les femmes ne partent pas. Souvent, on dit, elles n'ont qu'à partir. Non, c'est pas si facile que ça. Il ne faut surtout pas croire que c'est facile. Hein. Parce que, d'abord, avant d'arriver au coup, il y a toute la partie psychologique.
comment on déconstruit la femme, comment on fait en sorte que c'est elle qui se responsabilise de la colère du mari ou de la colère du conjoint. Ça, c'est un point important. Et puis, donc la peur dans laquelle on vit. Et puis, vous avez donc tout ceci. Et petit à petit, et c'est au bout d'un certain temps, quand la personne, parce que ce sont quand même des grands pervers, hein, les pervers narcissiques, mais ce sont des grands pervers, qui ne vont passer au coup que lorsque ils savent qu'ils ont leur proie carrément sous leur coupe. Alors, ce qui se passe, d'ailleurs, puisqu'on est parti sur les violences, hein, ce qui se passe très souvent, c'est que, je parlais des enfants, les femmes vont rester à cause des enfants, en se disant comment on va faire pour les enfants, c'est leur père, etc. Ou bien sur la pression des enfants, hein, qui vont soutenir le parent violent. Hein. Et puis, vous en avez d'autres qui vont partir parce qu'ils se disent pour les enfants, il ne faut pas, surtout pas qu'ils croient que aimer, c'est taper, hein, quoi, parce que c'est ça en gros. Hein. Donc les questions de violence sont des questions qui sont très difficiles contre lesquelles c'est très difficile de lutter. Il ne suffit pas de dire c'est pas bien pour y arriver, mais il faut essayer d'être le plus proche possible des personnes qu'on rencontre et surtout être à l'écoute des parents et surtout ne pas les adresser ou ne pas se permettre de donner des conseils, parce que là c'est la dernière des choses à faire, et surtout permettre de s'adresser à des associations dont c'est la mission, c'est-à-dire qui ont des psychologues, qui ont des écoutantes. Il y a des écoutantes et un certain nombre d'associations écoutantes, par exemple, et de 3919. Hein, et vous avez tout de suite des personnes qui savent comment écouter et qui savent comment orienter. Donc là, Regard de Femmes, ONG, on travaille bien sûr sur les violences, mais lorsqu'on a des appels directs, parce qu'on est très bien, on nous trouve très vite, hein, sur Internet. Lorsqu'on est appelé, je n'écoute pas, volontairement. Hein, je leur dis, voilà, d'abord je demande s'ils sont à Lyon, parce qu'on peut appeler n'importe où, et puis je donne les adresses des personnes qui sont, dont c'est la mission. Il ne faut surtout pas s'amuser à... Alors bien sûr, si c'est vos amis, vous pouvez parler. Vous pouvez leur dire de consulter, d'aller voir, mais on ne peut pas s'improviser pour aider les femmes ou les jeunes filles qui subissent des violences. Par contre, sur quoi il faut être clair, on n'a pas à accepter les violences. Et on n'a pas à accepter d'être dénigré. Parce que ça commence toujours par le fait de dire qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on est moche, qu'on est mal habillé, que ses copines sont bien mieux, etc. Donc tout ce qui fait que la femme va se sentir pas à l'aise dans sa peau. Et puis j'ai parlé des violences familiales, mais il y a aussi les violences dans le travail. Le harcèlement sexuel, où là aussi, quand vous avez votre chef qui se permet des remarques ou des gestes déplacés, ou bien sûr, il peut être poursuivi pour ça. Mais vous savez que vous risquez aussi pour la fin du mois. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très prudent. Et le harcèlement en particulier, ne pas hésiter à garder des traces. Parce que ceux qui harcèlent sont capables, envoient des SMS, des choses comme ça, il faut bien les garder. Parce qu'on peut prouver le harcèlement par plusieurs faits. La violence, non, le coup, il est là, donc il laisse des traces. Par contre, comme disent les femmes qui ont subi des violences, les bleus à l'âme sont beaucoup plus difficiles à guérir que les hématomes. Donc, Bonsoir, je suis Maria Makan de l'association Toedo. Je suis venue ce soir pour comprendre un peu la laïcité par rapport aux droits des femmes, parce que moi-même, j'avais essayé de faire une soirée par rapport aux droits des femmes, mais avec tam-tam, et puis pour faire venir les femmes. Donc c'est la seule solution pour nous de regrouper les femmes. Donc j'étais à la recherche d'un intervenant
Même ce ne serait que 5 minutes pour parler, c'est très très important. Mais malheureusement, je me suis prise trop tard. Bon, il n'y avait pas de salle disponible pour nous. Et cette occasion pour moi, c'est de dire qu'il y a à peu près 20 ans, nous, on se battait par rapport aux droits des femmes, par rapport aux hommes, parce que nous, on était... Bon, moi, je suis toujours médiatrice, parce que j'ai eu ma médiation à Panthéon. Donc, je suis toujours médiatrice, même si je ne fais pas beaucoup de médiation en ce moment. Mais il y a des femmes qui sont toujours dans les appartements, qui, même s'ils comprennent le droit des femmes, elles font comme si elles ne savent pas, elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Bon, donc c'est une occasion pour moi de rassembler les femmes et puis pour essayer d'expliquer ce que c'est que le droit des femmes. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais me permettre de vous demander, vous êtes originaire de quel pays ? Du Mali. Du Mali, c'est ça, bon, je pensais. Voilà. Donc, personnellement, donc Regard de Femme, comme on l'a dit tout à l'heure quand on a présenté, on intervient dans tous les pays, en particulier d'Afrique francophone, puisqu'on on fait partie du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, et beaucoup d'interventions avec les Maliennes, en particulier sur les questions d'excision. Donc ça, c'est... Les gens se battent pour ça, mais il y a eu, avant le Covid, j'ai organisé une rencontre à la Maison du Monde, qui est une grande association aussi. Donc, pour parler des droits des femmes aussi, de l'excision, de la mutilation sexuelle. Donc, vraiment, ça existe, mais il faut en parler. Ah, bien sûr. Pour que les gens puissent reculer. Même pour aussi la violence des femmes, il faut en parler. Donc, le fait d'en parler tout le temps, ça diminue et ça donne un peu la possibilité aux femmes de se défendre, de ne pas rester cloîtrées comme ça à la maison, et bon, de se défendre un peu intelligemment. Voilà. Tout à fait. Et de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que par exemple au Mali, enfin, la constitution du Mali parle de laïcité. Et moi, je travaille avec des femmes maliennes qui défendent, au Mali, qui défendent fortement la laïcité. Donc c'est ça qui est important aussi. Alors c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est-à-dire les discussions avec les femmes, surtout qu'aujourd'hui, les Maliennes, comme toutes les autres, hein, que ce soit à Paris ou à Lyon, c'est la même chose, sont de plus en plus prises par des intégristes religieux qui veulent... Voilà. Donc, on sait très bien ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici aussi. Donc, c'est vrai que c'est fondamental, donc, cette discussion, parce que vous soyez française ou que vous vivez sur le territoire, vous avez les mêmes droits. Donc là, vous êtes française. Donc, mais moi, sur quoi je tiens à dire, c'est que quand on vit sur le territoire de la République française, on a tous les mêmes droits que toutes les personnes qui vivent en France. Sauf, voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que de pouvoir réunir les femmes, de pouvoir leur rappeler qu'elles n'ont pas accepté les violences, c'est aussi important. Et alors je pense, alors moi j'interviens beaucoup aussi dans la région lyonnaise puisque je suis de Lyon, mais vous avez le GAMS ici qui doit intervenir ou qui peut intervenir. Vous avez beaucoup d'associations qui peuvent intervenir sur ces thématiques. Femmes solidaires, je ne sais pas si elles sont un peu partout. Voilà, oui. Donc là, ce sont des associations avec lesquelles il est intéressant aussi de travailler. Mais vous êtes vous-même médiatrice, donc vous avez besoin de personne. Et donc, vous pouvez le faire. Et je pense que c'est extrêmement important. Et surtout ce que vous dites, c'est-à-dire ces femmes qui restent chez elles et qui ne sortent plus. Et ça, c'est un point... Moi, ça me rend folle. Parce qu'il y a quelques années, elles sortaient. Donc on est dans une régression aujourd'hui en France. Il y a quelques années, elles sortaient. Et moi, je me souviens, on avait fait venir... Alors, c'était au niveau du Maroc. Alors, souvent...
on allait au Maroc, faire la caravane, et puis on leur a dit, non, vous aussi, vous venez en France, parce que regardez ce qui se passe dans nos quartiers. Et on avait fait venir les caravanières du Maroc, donc la Ligue du droit international, non, la Ligue du droit des femmes marocaines, je me trompe d'amis, la Ligue du droit des femmes marocaines qui étaient venues, alors je crois qu'elles étaient aussi venues en région parisienne, mais enfin on les avait fait venir d'abord à Lyon, et donc on était allés dans les différents quartiers, des différents communes, je me souviens à Envelin, à Vélizy-Nicieux, et où elles appelaient, donc les femmes, elles étaient dehors, elles appelaient, elles disaient sortez, et puis elles leur disaient sortez, ça, vous n'avez pas à rester enfermées. Et ça, c'est un réel problème, hein. Le fait qu'elles ne sortent plus, qu'elles n'osent plus sortir, et ça, elles sont vraiment sous la coupe du mari, des fils, hein, donc et pour les jeunes filles aussi, c'est un gros problème. Votre témoignage est extrêmement important parce que vous avez à côté de vous le maire adjoint qui est en charge, hein, donc vous lui demanderez des salles, vous avez vu comme pour pouvoir faire vos réunions, mais je pense que c'est indispensable. C'est indispensable qu'elles aient un lieu de parole, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent dire, et puis qu'elles puissent écouter aussi les autres. Et c'est par ces échanges qu'on finit par créer des liens et par être plus fortes chacune, quoi. Alors, on a une question par ici. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du divorce. Si je vous ai bien compris, la Révolution française a donné le droit de divorce, le droit de demander le divorce à la femme. Et je crois que la Révolution française avait aussi institué le divorce par consentement mutuel, oui, tout à fait, qui a après été gommé. Et donc, vous avez dit que plus tard, on avait retiré à la femme le droit de... C'est ça que vous avez dit, je n'ai pas exactement compris. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ce sujet? Merci. Alors, ce que j'ai dit exactement, j'avoue que... le droit, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait les lois de 1790, donc on donnait le droit au divorce des femmes, et puis le droit de se réunir, etc. Et les clubs des femmes, c'est sans doute les clubs des femmes qui ont été fermés, c'est peut-être ça. Et donc, à partir de 1793, donc les clubs des femmes ont été fermés. Elles ne pouvaient plus se réunir et elles ne pouvaient plus, ce que disait madame, hein, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus parler ensemble, elles ne pouvaient plus faire avancer leurs droits. Et donc le divorce a été interdit et il n'est revenu qu'en 1884, je crois, si mes souvenirs sont bons, et il n'était pas... C'était pas le divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel, je me souviens plus, excusez-moi, mais c'est il y a il y a une vingtaine d'années, hein, voilà, c'est tout récent, hein. Un peu plus, voilà. C'est ça, j'allais dire, c'est le dernier quart du XXe siècle, hein, où on a vu arriver le divorce sur consentement mutuel. De même que le fait de pouvoir travailler sans avoir l'accord du mari, d'avoir un carnet de chèques, etc. Donc c'est quand même pas vieux, hein, tout ça. Donc, mais c'est resté un siècle et demi avant qu'on retrouve un divorce par consentement mutuel. Voilà. Et c'est justement ce qui avait été fermé, c'était le club des femmes en particulier. Et elles étaient, alors là peut-être aussi j'ai parlé justement du code civil avec le fait que les femmes étaient devenues des mineurs à vie, quoi. Alors je voudrais revenir sur les femmes de confession musulmane. Avez-vous des retours de ces femmes sur leur regard vis-à-vis de manque de liberté? Est-ce qu'elles ont le même sentiment? Est-ce qu'elles en parlent? Est-ce qu'elles évoquent ce sentiment ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je suis tout le temps avec des femmes de confession, de filiation musulmane. Ma Légion d'honneur m'a été remise par Fadela Amara, donc on est à l'origine de Ni pute ni soumise, hein. Donc sur ce combat, sur ces femmes et ces filles, et ces jeunes filles, hein, qui n'acceptent pas, je dirais de ne pas avoir les mêmes droits que leurs copines. Il faut être clair, hein. Alors bien sûr. C'est pour ça, par exemple, que nous nous battons beaucoup sur le voilement des fillettes. Parce que du moment où des bébés, on vous voile, donc, quelque part, comment est-ce que vous pouvez avoir votre autonomie et comment pouvez-vous construire en être futur adulte, citoyenne et autonome. De même que la loi de 2004, hein, pour interdire le port de signes ostentatoires à l'école, a été... d'abord...
elle a pu être obtenue parce que ce sont les filles plutôt, des lycées et des collèges qui sont allées rencontrer le groupe d'experts qui travaillaient là-dessus. On leur dit, c'est elles qui leur ont dit, non, il faut que vous interdisiez les ports des signes religieux parce que c'est le seul moyen pour nous de pouvoir aller à l'école, que l'école soit un espace de liberté. Donc là, c'était en 2004. On voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que on a laissé dans les quartiers arriver tous ces fameux imams autoproclamés qui ont mis dans la tête des enfants avec comment dirais-je, avec ce qu'ils appelaient tout ce qui est périscolaire. Donc, et donc, à partir de là, le périscolaire, c'est quand même du catéchisme. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Et donc, c'est pour ça. Mais nous avons dans nos associations, un regard de femmes, dans les responsables, et dans les militantes et dans les adhérentes, les femmes. Et puis, nous avons, dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée, j'étais encore il n'y a pas très longtemps, début février à Marseille, au forum du monde méditerranéen, il y avait hommes et femmes, et où les femmes étaient là, en particulier les Algériennes, parce que les Algériennes ont encore un poids de l'islam qui est très très fort, avec le tuteur tout le temps dès qu'elles doivent se déplacer. Et donc, et là, elles nous demandaient... alors, le rêve, elles étaient là en train de dire « qu'est-ce qu'on est bien, on est en pantalon, chez nous, on ne pouvait pas s'habiller comme ça. » Donc là, pour nous, et puis j'interviens au Niger. Alors, bien sûr, au Niger, par exemple, parce que parmi les actions de regard de femmes, on a la formation des femmes en politique. Et en Niger, on a un gros programme là-dessus. Et j'étais encore... en novembre dernier, pour former... on les avait formées l'année d'avant quand elles étaient candidates, et puis une fois qu'elles ont été candidates, elles ont voulu qu'on retourne pour la formation. Donc on y était. Alors, bien sûr, toutes voilées, parce qu'il ne pouvait pas être autrement, mais certaines... avec gardant... Alors, il y avait deux choses. Il y avait soit celles qui sont encore en boubou avec ces tenues folkloriques, puis celles qui sont... Parce qu'il y a un poids de l'islam politique en Niger qui est très fort, beaucoup plus fort que... maintenant, en Mali, c'est aussi fort, mais enfin, beaucoup plus fort qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Sénégal ou dans d'autres pays. Mais là, elles essayent, justement, leur indépendance. Et elles ont besoin de nous. Elles nous disent, on se fait engueuler, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui s'est passé il y a 15 jours en France, quand on a eu notre ministre qui a été dire que de porter le voile, le hijab du sport, c'était un droit. Là, elles nous disent, mais elle est folle. Voilà, nous dit carrément. J'ai reçu je ne sais combien de mails, parce qu'elle dit, mais comment nous, c'est un coup de poignard dans le dos qu'on nous met. Parce que comment nous, en Algérie, on peut se battre si vous acceptez, vous, en France, pays de la laïcité, ce genre de choses. D'autant plus que ce n'est pas un droit, c'est leur foi. Mais la foi n'est pas un droit que la République peut concéder. Pardon. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes... et puis, on travaille aussi avec des jeunes filles ou des jeunes femmes qui, en France, portent le voile parce qu'elles considèrent que elles en ont besoin, ou que c'est comme ça qu'elles ont la paix, parce que c'est un peu ça aussi, il faut bien le dire, et qu'elles peuvent sortir, et qu'elles peuvent venir. Et là, comme disent une de mes amies, des responsables de regard de femmes, tu as le don de te faire photographier avec toutes les jeunes filles voilées quand tu vas à une réunion. Je dis, oui, écoute, elles viennent me parler, elles sont vers moi, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, mais là, bien évidemment, nous discutons avec tout le monde, et on essaye de semer le doute. Ou certaines, il n'y a pas besoin de semer le doute et elles subissent. Donc voilà, il ne faut surtout pas croire que c'est un choix. C'est souvent imposé par le quartier si ce n'est pas par la famille. Quelle nuance vous faites quand vous dites les religions sont misogynes ? Tout à l'heure, vous parliez par exemple des protestantes où quand les femmes se sont mises à lire le texte, se sont rendues compte que finalement elles avaient des droits aussi. Entre la religion et le texte fondateur, est-ce que dans les principaux textes fondateurs, par exemple, il y a des traces de misogynie ou est-ce que c'est vraiment l'interprétation qui en est faite ? Je ne vais pas faire d'exégèse des religions, je ne serais pas capable. Mais toutes les religions ont dans leur texte de la misogynie. Par contre, vous avez
dans toutes les religions aujourd'hui, des femmes qui essayent de revenir peut-être à la source ou qui décontextualisent, pour en prendre le terme à la mode, donc qui vont dire oui. Je pense par exemple à Delphine Orviller, la rabbine, mais il y a aussi une imam qui sont là en train de dire voilà, oui en effet les textes sont misogynes, mais à l'époque, ça pouvait s'entendre. Aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. Donc voilà, c'est ça. Donc en fin de compte, c'est cette idée. Donc c'est soit, vous avez celles qui acceptent le texte, ou encore pire, celles qui acceptent ce que leur racontent les imams autoproclamés. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la religion musulmane en particulier. Parce que là, voilà. Donc ça, c'est aussi un point. Et puis, vous avez celles qui peuvent s'émanciper. Là, tout à l'heure, je vous parlais bien sûr du protestantisme. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit dans les protestants, c'est tout à fait autre chose qui est en train de revenir. Hein. Tous ces groupes, il y en a aussi beaucoup dans la région parisienne, à Lyon également, mais en Amérique du Sud, et c'est eux qui prennent le pouvoir en Amérique centrale avec énormément d'argent, parce que c'est là, il y a toujours de l'argent. Voilà. C'est le problème de regard de femmes. Nous, on n'a pas d'argent, on n'est que des bénévoles, mais on s'attaque à tous ceux qui ont de l'argent, les religions, le pétro-islam en particulier, mais pas que. Les Américaines, elles ont aussi beaucoup d'argent. Toutes les Trumpistes et compagnie, elles ont de l'argent. Donc, pour répondre précisément à votre question, c'est les textes fondamentaux et leur interprétation par les hommes, hein, comme je vous l'ai dit en début, c'est les hommes qui les ont interprétés. Est-ce qu'il peut y avoir une autre interprétation? Mais ça, c'est un discours que je laisse aux exégèses des religions. Moi, je vais pas le connaître. Moi, ce que je vois, c'est est-ce que on va empêcher une femme d'exercer ses droits, ses capacités? Il est arrivé il y a quelques années, il y avait des alors là c'était catholiques, elles avaient pour pouvoir être prêtres et dire de la messe. Dans la mesure où ça leur était refusé parce qu'elles étaient femmes, au regard des femmes, on s'était mêlés. On a dit nous, on veut pas savoir ce que dit la religion, mais nous, on peut, du moment où on empêche une femme de faire ce pourquoi elle se pense apte à, eh bien, on la soutient. Voilà. C'est un peu dans ce que j'entends. Voilà. En fait, je voulais relater ce qui s'est passé à Roubaix il y a trois semaines de ça. Hein. Donc, c'était en plus en caméra cachée. Et c'était donc des écoles hors contrat. Et ce qui était affligeant dans l'histoire, donc on avait des petites filles de 4-5 ans, qui étaient voilées de la tête aux pieds, qui étaient interdites de mathématiques. Les garçons, à l'inverse, on leur a interdisé tout ce qui était littéraire. Et voilà. Et ensuite, la journaliste a été menacée de mort. Elle est sous protection policière et je me rends compte de plus en plus qu'on a beaucoup d'intervenants aujourd'hui, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes ou autres. Dès l'instant où elles dénoncent, elles sont menacées non seulement moralement, mais physiquement aussi. Et leur vie, maintenant, elle est... Bon, on a eu le cas de Marika, par exemple, qui a témoigné en faveur de Charb, l'un des 12 dessinateurs de Charlie Hebdo. Ben, c'était très édifiant. Hein. Elle est sous protection policière depuis 7 ans. Oui. Marika Brett, oui, puisque Charb était un ami. Et le hasard a voulu que j'étais en Turquie, que j'intervenais en Turquie le jour de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Oui, ce que vous dites, alors le lycée, les écoles, c'était à Marseille, hein, à Roubaix. Je suis intervenue suffisamment dans les deux villes. C'est vrai qu'on a vu cette montée et sans, je dirais, avec un laisser-faire et une lâcheté des équipes municipales. Ça, on ne va pas m'enlever. J'ai été élue pendant 13 ans hein, et à la politique de la ville. Je savais très bien quels étaient ceux qui avaient les mêmes fonctions que moi dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise et qui laissaient tout faire, et puis ceux qui avaient le courage de dire non. Bon, je pense qu'ici, avec le maire que vous aviez, il n'y avait pas de problème, mais je crois que c'est c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais
on est arrivé aujourd'hui où ce qui était... je vais pas comparer avec ce que j'avais vécu entre 2001 et 2014, parce que nous avions vu les prémices. On était quelques-uns et quelques-unes à les dénoncer et à les voir. Mais on nous traitait carrément de racistes, hein, en disant, comme si, alors qu'on avait toujours... on était en lien avec les filles et les femmes de confession et de filiation musulmane. Donc c'est des choses. Bon, voilà. Moi, ça me paraissait totalement aberrant d'être traité de raciste avec des menaces. Hein. C'était pas qu'être traité de raciste. Une fois, c'était au moment justement de Ni pute ni soumise où j'avais eu le responsable des renseignements généraux de Lyon qui m'avait dit, Madame Vianès, faites attention à ce que vous dites. Hein. Je dis non, je fais pas attention, vous me protégez. Bon, voilà. C'est tout. Hein. C'est ça, quoi. Enfin, on peut pas, si on se tait. Bon, moi, je suis responsable d'une association de droits des femmes. Je fais ça bénévolement. Hein. Donc, si je devais pas parler, je vois pas en quoi ça servirait de passer mon temps à aller à discuter, aussi bien d'ailleurs. Alors, le plus agréable, c'est quand même de discuter avec les gens, mais d'aller dans les cabinets ministériels pour aller leur expliquer comment il faut faire, d'aller pleurer pour avoir quelques sous pour pouvoir mettre en place des actions en Côte d'Ivoire ou au Mali ou en France, hein, dans les quartiers. Donc, c'est ça, quoi. C'est résister, ne pas être dupe, hein. Ne pas être dupe, c'est surtout ça. Moi, c'est vraiment mon grand leitmotiv. Ne soyez pas dupe de ces discours, ne soyez pas dupe de ces benets compassionnels qui vous racontent. Non, c'est pas vrai. Les filles et les femmes, elles veulent toutes avoir accès à leur émancipation, à leur autonomie. Il n'y en a aucune qui veut être soumise. Si elles le sont, c'est parce qu'elles sont obligées. Hein. C'était Sartre qui disait le secret des dieux et des rois, c'est que les hommes sont libres et qu'ils ne le savent pas. C'est ça, quoi. On est toujours dans cette idée. Donc, et puis, ce que j'ai pu voir, c'est que, alors bien sûr, aujourd'hui, on est arrivé à ces menaces. Vous parlez de Marie Cabrette, on pourrait parler de Zineb, on pourrait parler de Zineb El Razoui, et comme ça, il y en a la journaliste. Et là, ça a toujours été... alors, cette équipe qui a fait ce reportage, elles ont toujours fait d'excellents reportages et ont toujours eu le courage par rapport au quartier politique de la ville. Moi, je sais que je les suis depuis un certain nombre d'années et ils étaient venus à un certain moment dans la région lyonnaise il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, et là, c'est important. C'est important de pouvoir le dire. Quand j'avais écrit Les islamistes en manœuvre, silence on manipule, j'avais écouté beaucoup de témoignages de jeunes filles dans les quartiers à Caluire. Il y en avait une qui m'avait dit, d'ailleurs je l'ai mis en dédicace dans le livre, elle dit « Michel, on lâche notre langue et toi tu lâches ta plume. Parce que moi le soir je pouvais rentrer chez moi et je pouvais dire à haute voix. Elle ne pouvait pas. Et ça c'est un point important à retenir. C'est vrai qu'on n'a pas accepté que des petites jeunes filles, qu'aujourd'hui en France, il y ait des gamines qui soient excisées. C'est pas acceptable. Voilà. Et donc il faut se battre pour que ça ne soit pas. Il faut pas dire que c'est du relativisme, c'est leur tradition. Non, aucune tradition. D'ailleurs, l'ONU et la convention, le protocole de Maputo, c'est celui qui gère les questions de droits des femmes au niveau de toute l'Afrique, interdisent l'excision. Et ils disent que c'est une tradition néfaste. Hein, je cite le terme. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on l'accepterait. J'ai ce souvenir qui date donc de 1999 et que je n'oublie pas. Quand on avait fait à Lyon ce premier colloque sur les mutilations, sur l'excision, puisqu'à ce moment-là, on parlait d'excision, où on avait fait venir des femmes du Burkina et des hommes du Burkina, puisque le Burkina était le premier pays qui avait mis en place une loi contre l'excision. Et qu'on avait aussi fait venir des personnes qui travaillaient en France sur ces thématiques, en particulier Emmanuel Piet de Seine-Saint-Denis, où ils avaient déjà commencé à travailler sur ces questions. Et bien, dans la salle, il y avait, je crois que j'oublierai jamais, cette femme malienne qui était venue et qui nous disait « Mais je ne comprends pas, les Français, vous êtes sourds, vous n'entendez pas, c'est les fillettes qui hurlent quand on les excise ?» Donc, et ça, pour moi, c'est resté quelque chose de très fort. Et je le dis chaque fois qu'on parle d'excision, je dis c'est pas possible. Et puis, alors, ce qui se passe aujourd'hui, avec comme
on fait attention à l'excision, comme on vérifie quand le seul qui reste encore examen qui est fait aux enfants, c'est à l'entrée à l'école primaire. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais donc du coup, les familles d'origine malienne le savent et font exciser leurs filles plus tard, après. Donc, ce qui pose aussi un problème, vous le savez aussi bien que moi. Et d'ailleurs, la loi en France, la loi que nous avons adoptée avec justement l'aide du GAMS et d'autres associations qui travaillent sur ces thématiques, on parle de mutilation sexuelle féminine. Pourquoi ? On ne parle pas d'excision, mutilation sexuelle féminine, parce que, enfin qu'on a qualifié, parce qu'une mutilation, surtout quand elle est faite par personne ayant autorité, eh bien, elle est condamnable, bien sûr, sexuelle, parce que si elle est faite dans un pays étranger par des personnes qui résident habituellement en France, les parents maliens ou d'autres, ou ivoiriens, ou etc., quand ils reviennent en France, on peut les poursuivre pour ce qui s'est passé dans le pays. Donc, c'est ce qu'il faut faire connaître, ce qu'il faut faire savoir aux femmes avant qu'elles partent et qu'elles emmènent leurs enfants dans les pays, parce que si toute la famille là-bas leur dit « c'est pas possible, ta fille n'est pas excisée, tu n'es pas une bonne malienne ou tu n'es pas une bonne musulmane, etc. » Bon, on sait que les arguments sont nombreux là-dessus. Elles peuvent avoir cette réponse. Ça veut dire « je ne peux pas, parce que quand je vais rentrer en France, je vais être condamnée. » Et comme ils ne tiennent pas à ce qu'elle soit condamnée, parce que quand même, ils leur envoient de l'argent, donc moi je suis toujours très prosaïque, voilà aussi la question qui est extrêmement importante. Mais ce que vous avez soulevé est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'en France, la liberté d'expression n'est plus possible, pour certaines. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est la vérité. Donc, au Mali, moi-même, il n'y a pas comme... Par contre, mais moi-même, je suis allée voir une exciseuse. J'ai dit, mais est-ce que vous avez arrêté de faire l'excision? Parce que c'est une personne à peu près de mon âge. Donc, je me suis permis de lui poser cette question. Elle a dit que c'est mieux que les gens viennent vers elle, que même la maternité ou l'hôpital vient vers elle, parce que elle fait un peu, mais les autres font en entier. Donc, c'est pas rigolo, mais bon, ça me fait... Oui, non, mais c'est ça. Oui. Ça me fait... Bon, donc, moi, j'ai dit que mais c'est pas normal. Elle m'a dit, mais écoute, il y a vos Françaises qui viennent ici, jeunes filles, qui viennent me voir pour l'excision. Voilà. Donc, elle a osé me dire ça. Oui, les gens qui quittent la France, ils vont le voir et puis elles sont déjà majeures parce que je ne sais pas si elles se marient ou avec les hommes de là-bas. Voilà. Et si elles ne sont pas excisées, ce n'est pas des bonnes épouses. Voilà. Autre chose, je voulais répondre par rapport à l'islam. Bon, l'islam chez nous, les gens sont presque... comme moi, par exemple, mes parents ont enseigné l'islam. Mais j'ai dit que je le pratique comme mes parents. Parce que mes parents n'exigent pas de nous voiler. Et je n'ai pas connu ça, quoi. Mais en France, les femmes musulmanes les femmes sont encore plus musulmanes que les Maliennes, que les gens du Mali. Oui, non, mais tout à fait. Donc, ça les rend isolés, ils ne peuvent pas faire autrement parce que de respecter la parole qui est dans le Coran, quoi, qu'il faut respecter le mari. Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose que ça, élever les enfants, faire... Tu vois, moi, ça me désole, des choses comme ça. Donc, c'est les réseaux
sociaux qu'ils ont. Maintenant, avec WhatsApp, donc les gens sont un peu... C'est difficile de les atteindre, souvent. Oui, tout à fait. Vous soulevez un problème fondamental. Donc, comment on se retrouve avec toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui régressent par rapport à l'émancipation qu'avaient de leur mère ou de leur grand-mère. Parce que, et là, surtout, c'est là le problème, c'est qu'en fin de compte, ils respectent. Ils ne connaissent pas le Coran du tout, hein, et ils ne reprennent que des imprécations, il n'y a pas d'autre mot, hein, des imprécations qui leur sont imposées par certaines personnes, mais au point de vue politique, hein, c'est ce qu'on appelle l'islamisme, hein, voilà, ou l'islam politique, l'islamisme, et là, ça n'est pas du tout ce que faisait, mais on voit la même chose avec en Algérie, Maroc et Tunisie encore plus, où on est en train de faire, de changer complètement. J'ai souvenir, c'était avant le printemps arabe, hein. Le printemps arabe qui a été l'hiver des femmes partout, hein. Mais avant le printemps arabe, j'étais en Tunisie, j'avais été invitée pour une réunion et puis il s'est trouvé que lors du dîner, il y avait à côté de moi le ministre du Tourisme. Je ne sais pas pourquoi c'était lui qui était venu pour les droits des femmes. Enfin bref, ça devait être le seul qui était disponible. Et donc on discutait. En plus, moi je suis née en Tunisie, donc on était partis dans les grandes discussions. Et à un certain moment, il me dit, et je le cite, « Lorsque vous aurez fini de nous envoyer vos Françaises voilées ». Alors là, je vous prie de croire que c'était un coup de poignard que j'ai pris, hein, voilà. Hein, parce que là, j'ai dit, bah oui, voilà. Et c'est là, c'est parce que pendant un certain nombre d'années, on a eu, moi je me suis suffisamment battue avec eux, et ça continue d'ailleurs, tous ces essentialistes, tous ces benets compassionnels qui considéraient qu'il fallait tout accepter parce que c'était la tradition, parce que c'était la religion. Je rappelle, et je appuie là-dessus, tout à l'heure vous citiez la plateforme d'action de Pékin, mais la convention CEDEF-CEDAW, donc la convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes, et la plateforme d'action de Pékin qui le reprend, disent bien que aucun prétexte de tradition, coutume ou religion ne peut justifier discrimination ou violence envers les femmes. Et ça, c'est un point de droit international. C'est une convention internationale et la France est signataire de la convention CEDAW, et il y a tous les pays, sauf 2 ou 3 îles du Pacifique et les États-Unis, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à respecter le droit international. Donc, et pas que pour les femmes. Donc, et là, c'est un point extrêmement... Enfin, ce que vous dites, c'est ce qui se passe dans les quartiers, dans les villes. Et cette question de pourquoi elles se font exciser, parce qu'elles ne trouvent pas de mari autrement, quoi. Parce qu'on leur dit qu'on ne peut pas trouver de mari si on n'est pas excisé. Écoutez, je vous remercie pour ce que vous avez eu comme discours, en fait, le développement que vous avez fait, aussi bien sur la laïcité que sur la femme, la protection de la femme, ce que je partage entièrement avec vous. Je voulais juste revenir sur ce que disait madame concernant l'excision. Il faut savoir que le problème aujourd'hui, s'il y a une continuité dans l'excision dans les pays sud-sahéliens, c'est bien parce que c'est aussi une raison économique. Ces mêmes dames dont elle parlait, c'est pour ça qu'elle dit « moi je fais moins fort, enfin dur que de l'autre côté », c'est un moyen de revenu. Il y a ce problème aussi qui n'est peut-être pas aussi réglé. Voilà, c'est pour ça que je tenais absolument à le dire. J'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire jusqu'à j'ai passé toute mon adolescence. Et donc, pour ce qui est de l'islam, comme elle disait, l'islam de l'Afrique sud-sahélienne est différente de celle, était différente de ce qu'elle était dans le nord, dans le Maghreb. Et il y a eu c'est devenu tentaculaire, c'est-à-dire c'est comme une mutation qui s'est faite dans la religion, parce que même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez des femmes qui se voilent, chose qui n'existait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années. Donc il faut aussi se poser la question de savoir l'origine de ce problème, cette problématique. J'avais noté, mais vous avez dit vous-même, c'est-à-dire que c'est aussi une question économique. Donc il y a des pays justement qui veulent vraiment lutter contre l'excision et qui donnent des petits métiers aux exciseuses pour qu'elles n'aient plus besoin d'avoir. Mais la Côte d'Ivoire, moi où je vois ce dont vous parlez, moi en Côte d'Ivoire, parce que c'est à Dakar. Dakar, en 10 ans, on ne reconnaît même plus la ville. C'est ça qui est fou.
Alors que, bon, le Côte d'Ivoire, moins. Alors, bon, moi, je vois moins Côte d'Ivoire. Voilà, ça dépend. Bon, j'y vais assez fréquemment, mais vous avez tout à fait raison. Pourquoi? En fin de compte, vous avez les banques islamiques, vous avez, voilà. Voilà, bon. D'accord. Donc, on est bien sur l'argent. Non, mais allez-y, continuez. Non, mais pour rejoindre ce que dire, c'était toujours des raisons économiques. Oui, vous savez que le problème de l'argent pour l'Afrique est énorme. La formation, l'éducation, les gens qui, quelquefois, ont des qualifications mais n'arrivent pas à trouver des emplois et on leur propose, on arrive à les maintenir par ça, par la religion. Hein. Aujourd'hui, vous voyez les vendredis, quand l'heure de la prière est arrivée, vous avez des endroits où vous voyez des personnes avec des super voitures, des femmes voilées, chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a aussi le fait que, ça il faut le savoir, c'est qu'on est les plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest se trouvent en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est quand même financé par qui? On ne sait pas. Ça, ce n'est pas être contre la religion. Hein. Oui. Moi, non, c'est des constats. C'est des constats total. Et puis, non mais, moi j'ai vu... c'était la première fois où j'ai vu vraiment, où j'étais choquée à Dakar, c'était quand il y a eu le sommet mondial de la francophonie, donc ça devait être en 2010, non plus après, je crois 2012, enfin je ne sais plus, mais c'est à peu près à cette époque où il y avait des grands panneaux sur les banques islamiques. Et puis, je travaille beaucoup avec l'association des femmes juristes sénégalaises, et là, quand j'ai vu leurs jeunes, alors celles qui ont leurs jeunes filles, des femmes juristes, qui mettent le voile, je dis non, ça c'est pas possible. Alors qu'elles sont autonomes, indépendantes, tout ça, enfin les plus âgées, quoi, il n'y a pas de problème. Donc on arrive à des régressions très fortes et inquiétantes. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Mali. Mali, c'est quand même... Par contre, alors tout à l'heure, vous disiez que la religion en Afrique du Nord... Non, la religion en Afrique du Nord aussi, elle était très cool, hein. Et je dis bien très cool. Et d'ailleurs, les plus âgés ne comprennent même pas ce que font leurs filles et leurs petits-enfants. Hein. Et donc, par contre, c'est au moment des années noires en Algérie où c'est là où ça ouais. Là, c'était tout ce qu'elles ont subi. Et puis depuis, elles s'en sortent pas. Hein. Il y a quand même le code de la famille en Algérie. Hein. Oui, ben c'est ça. Oui. C'est politique, donc c'est pour ça que c'est politique. C'est aussi religieux, mais c'est instrumentalisation du religieux. Oui, bonsoir. Alors la remarque que vous faisiez sur la Tunisie, moi je l'ai eu en Turquie. Oui. Où effectivement ils m'ont dit la même chose, arrêtez de nous envoyer vos voilés. Oui. Nous, chez nous, on est plutôt tranquille. Voilà. Oui. Et puis en plus maintenant avec Erdogan, avec Erdogan, voilà. Ouais. Ça c'est un boulevard. J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Il m'est arrivé une expérience une fois. Je vois un homme qui tape sa femme dans un magasin, devant ses deux enfants qui ne bronchent pas. Donc, manifestement, ils avaient l'habitude. Bon, ça m'a plutôt choqué, sauf que le gars, il avait l'air assez bourrin et assez balèze. Donc, je me suis dit, je vais pas y aller, c'est pas la peine de me faire taper dessus. Et puis, je le recroise un peu plus loin, dans un autre magasin. Là, je vois encore qu'il traite pas bien sa femme. Et il se trouve qu'il allait à sa voiture. Donc, j'ai fait une photo de la plaque d'immatriculation. Et j'étais prêt à témoigner. Donc, j'appelle le commissariat, je dis bonjour, j'ai assisté à ça. Je sais que cette personne, j'ai le lieu, j'ai l'endroit, j'ai là. Là, il m'a dit... Vous pouvez rien faire, venez poser une main courante, c'est-à-dire viens parler par l'appareil, quoi. Donc je me suis dit c'est bon. Donc j'ai appelé les associations. On m'a répondu bah non, faut que ce soit la dame qui se déplace. Donc j'ai écrit au ministère à Chiappa, la super Wonder Woman là. Donc bien sûr pas de réponse, voilà. Ce qui fait que je me suis retrouvé à passer du temps. J'ai appelé le commissariat aussi, donc j'ai demandé le plus haut. Qu'est-ce que j'ai appelé un autre numéro vert voilà. Enfin j'ai dû passer une dizaine de coups de fil. C'est impossible de pouvoir dire coucou, je suis prêt à témoigner. Je l'ai vu, j'ai la plaque du bonhomme, donc on peut le retrouver. Ça se trouve la femme elle est morte là. Et impossible de faire quoi que ce soit. Vous feriez quoi vous? Eh bien, je ferai comme vous. J'empoisonnerai les services jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est insupportable. Là, je comprends. Enfin, ça, c'est vraiment. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est une association, ils nous écoutent. Bon, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent écouter tout le monde. Et là, je pense à ce que vous dites sur cette écoute, par exemple, le fait. Une des lois avec lesquelles on a pu intervenir et qui est importante, c'est l'âge nubile à 18 ans pour les filles et pour les garçons, qui est très récente, hein, en France, qui date de 2004. Hein. Et c'est Perben, hein, quand il était garde des Sceaux, qui l'a fait voter,
ça paraît incroyable, personne n'avait pensé avant. Et la thématique, je sais que moi à ce moment-là, il était à Lyon, donc je peux dire que j'ai l'occasion d'en parler fréquemment, et lui disant, parce qu'on ne pouvait pas, nous, association, aider les jeunes filles mineures qui partaient à 16 ans, qui allaient en vacances et qui étaient mariées dans le pays d'origine. Donc, il a fallu, je dis, il faut que ce soit l'âge du mille, soit 18 ans, les filles comme les garçons, pour qu'on puisse intervenir. Parce que vis-à-vis d'une mineure, nous, on ne peut rien faire. Même les associations, on ne peut rien faire. Il faut que ce soit ou la mineure ou le mineur lui-même ou elle-même. Donc, vous voyez à peu près comme ils vont aller dénoncer leurs parents. Ça peut toujours courir. Et puis là aussi, pour les femmes, puis même pour les femmes, nous, combien de fois les femmes... on connaît, des choses comme ça. Elles vont voir les associations. C'est pour ça qu'on vous a répondu comme ça. Parce que si la femme ne dépose pas plainte, ça ne sert à rien. Voilà. Et là, que de fois, les associations, je sais pas moi, Femmes Solidaires, le Centre d'information des femmes et des familles, toutes les Solidarités Femmes, etc., suivent des femmes. Et puis... après, le jour où c'est le procès, eh bien, le procès, elle voit leur ex-conjoint et elle dit, bon, je retire ma plainte. Mais ça, c'est très fréquent. Donc, c'est vraiment un problème extrêmement important. Je crois que, voilà. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Alors, on va pouvoir continuer les questions, mais on va peut-être demander à Jean Cry de venir à la tribune maintenant, pour pouvoir nous présenter un petit peu les caricatures qu'il a fait. Et Jean Cry est notre dessinateur de presse qui nous a fait l'émission de janvier sur laïcité et caricature. Et on avait pris cette décision que maintenant, à chaque émission, on n'avait pas pu le faire en février, mais en tout cas on le fait pour mars, qu'il puisse prendre, qu'il croque un petit peu les dessins pour qu'en plus il nous les explique un petit peu. Alors Jean Cry, tu as la parole. Merci. Alors le truc, c'est que j'étais passionné par ce que vous avez dit. Merci. Donc c'est difficile de se concentrer sur un dessin pendant que... voilà. Oui, je parle dans l'appareil. Donc voilà, donc le premier dessin que j'ai fait, que je vous présente, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit. Et j'ai donc libre et égaux en droit, et j'ai dessiné donc une dame, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, c'est-à-dire sous une burqa afghane. Oui. Et qui répond, y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà, parce qu'effectivement, on n'arrête pas de nous dire ça. Et d'ailleurs, c'est les hommes, hein, c'est plus les humains, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est les hommes qui sont égaux en droit. Donc il y a un historique. Et puis un autre dessin où je reprends ce que vous disiez, sur toutes les religions sont misogynes. Et donc j'ai dessiné donc un prêtre, un imam, un rabbin et puis un moine tibétain, où donc toutes les religions sont misogynes, et puis ils répondent, nous, un problème avec les femmes, et puis je leur ai fait une légère érection à chacun, parce que quand même, globalement, c'est beaucoup ça, le coup de la tentatrice, ils ont qu'à se maintenir, il y a des médicaments pour ça, hein, donc voilà, donc, et puis je vous ai écouté, donc je n'ai pas produit plus. Merci. Écoutez, c'est une illustration très précise, et merci. Oui. Voilà. Un dessin fait plus. C'était une des dernières fois où j'avais vu Charb. Alors, Regard de femme agit dénonce cette violence sexuelle qui est la GPA, la gestation. Gestation, c'est quand même les animaux. Hein. Les femmes, elles ont des grossesses. Gestation pour autrui. Et Charb avait fait un dessin. C'était un couple avec une mère porteuse, donc, et en disant 2 parents, une esclave. Et donc, je l'avais vu, j'avais dit, écoutez, nous, on écrit, on fait on parle pendant des heures, et vous, votre dessin, tout est dit. Et oui, et c'est vrai que d'ailleurs, il avait eu il s'est fait énormément critiquer, donc il est très content quand je lui ai dit que j'avais apprécié son dessin, parce que voilà, c'est ça, en fin de compte. On continue les questions. Moi, j'avais une question justement sur la Turquie, qui, si je ne me trompe pas, est censée être laïque.
Sur comment ça... Enfin voilà. Oui, comment ça? Oui, ça tourne mal. Alors, ça tourne très mal. Et sachant que, effectivement, moi j'ai aussi... mon mari est d'origine turque et sa grand-mère disait que quand elle était jeune, on pouvait se promener en mini-jupe dans Istanbul. Enfin voilà. Oui. Donc, voilà. Oui, donc là... La régression, les Turcs avaient le droit de vote avant nous, les femmes turques. Hein. Oui. Donc il y a quand même des points importants. On parlait de féminisme, voilà, le droit de vote, ils l'ont eu avant. Hein. Donc, et là, on a la régression parce qu'on a un dictateur, il faut appeler les choses par leur nom, et qui, pour avoir le pouvoir, il s'appuie justement sur la religion. C'est une illustration précise d'un peu de ce que j'ai pu vous dire ce soir, quoi. C'est comment on va maîtriser. Et puis, il y a surtout moi, ce que j'appelle cette oppression en crêpe. C'est-à-dire que le pouvoir opprime les hommes, puis après, les hommes vont pouvoir opprimer les femmes, et les femmes vont opprimer leurs belles-filles. Donc tout le monde ayant quelqu'un opprimé, ça fonctionne leur système. Hein. Voilà. Alors que donner un petit coup de pied dans la fourmilière, on a bien envie pour justement enlever cette succession d'oppression. Mais c'est vrai que la Turquie, pour les personnes qui sont turques, moi je me souviens encore une dizaine d'années avec les associations turques, je pense à Elélé à Paris, Gaye Petek, on faisait un travail énorme avec elle. Voilà. Et d'ailleurs, à un certain moment, avant qu'il y ait la loi de 2004, c'était justement Gaye Petek qui était une des responsables de cette association LLE de femmes turques en France. Et elle disait que les gamines qui allaient au cours de turc fait par le gouvernement enlevaient leur voile, mais pour aller à l'école publique, elle le mettait à ce moment-là. Hein. Donc, vous voyez à peu près l'école publique en France. Donc, vous voyez où on en était. Et là, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Hein. Elles étaient payées. Parce que derrière, vous parlez tout à l'heure de l'argent, les premières voilées qu'on a vues en France, on payait aux parents des sommes importantes. Enfin, à l'époque, c'était en francs, mais puis après en euros. Mais on pouvait bien payer dans une famille 500 € par mois pour que les filles soient voilées, quoi. Je veux dire une chose, parce que je suis turque et oui, je connais bien et le gouvernement turc et Erdogan. Oui, elle a raison. Il existe la loi laïcité. Mais quand Erdogan a élu après deuxième saison, après il a supprimé la laïcité. Et après c'est changé éducation. Oui. Maintenant c'est très important et il y a grand problème. Pour éducation, parce que normalement ce n'est pas éducation islamique. Maintenant, il y a beaucoup de choses islamiques. Oui, c'est un grand problème. Oui. On ne veut pas, c'est pour ça. Merci, je veux dire... Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. On voit cette régression qui s'est passée en Turquie par rapport aux droits des femmes. Hein. Parce que c'est toujours, on attaque d'abord les femmes, et puis après on voit ce qui se passe. Parce que les femmes, justement, on va jouer sur, je dirais, la misogynie ambiante, et puis on va flatter les hommes, et puis on va leur dire, voilà. Et puis une fois qu'on a pu mettre les femmes sous la coupe, et bien après c'est le tour des hommes. Hein. De toute façon, c'est pas dans les pays libres, où il y a des citoyens et des citoyennes, du moment où on opprime la moitié de la population. Donc moi, je me rends compte que j'ai un problème. Parce qu'on parle de liberté de conscience. Quand je vois une femme dans la rue habillée avec un voile, par exemple, je me dis c'est sa liberté de conscience. Et puis en tant que personne qui est sensible au féminisme, je me dis mais sa liberté de conscience, elle est faussée. Mais de quel droit je peux dire ça? Elle n'est pas libre. Je pense à Sartre, mais encore une fois, de quel droit je peux dire ça? Donc mon problème, c'est au niveau du droit, n'importe qui peut s'habiller comme il veut dans la rue. Au niveau du féminisme, sauf atteinte à l'ordre public, hein, je peux pas me promener tout nu. Oui, voilà, oui. Je peux pas me promener avec un casque intégral de moto. Mais je peux pas me promener avec des insignes nazis. Oui. Mais donc mon problème, c'est je peux pas comparer un foulard
puisque j'ai vu des bonnes sœurs il y a 5 ans que j'ai prises en photo, qui sortaient d'un Total de faire l'essence. De dos, c'était des femmes voilées. J'ai regardé après, non. Donc je peux pas, moi, en pensant à la liberté de conscience absolue de ces personnes-là, me dire il y a un problème extérieur. Donc je me dis c'est moi qui ai un problème. Mais en même temps, la réponse, je l'ai. Je sais bien que j'ai pas de problème avec ça. Je sais bien que c'est un autre combat que le combat de la laïcité. C'est un combat politique contre une mainmise des religions. Et puis surtout, ce n'est pas un morceau de tissu qui est anodin. Quand on voit que pour refuser de porter ce morceau de tissu, il est quand même taché du sang des femmes qui ont été égorgées, qui ont été lapidées, qui ont été tuées, qu'il est imposé. Que des femmes en France décident de le porter, il faut discuter avec elles. Alors pourquoi est-ce qu'elles le portent? Alors souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est pour avoir la paix dans le quartier. Hein. Et puis elles peuvent sortir ici dans leur quartier, enfin ici ou dans leur quartier, ce que je dis, dans leur quartier voilé. Puis une fois qu'elles ont pris le métro ou le RER, elles l'enlèvent une fois qu'elles arrivent ailleurs, quoi. Donc voilà. Non, mais ça, c'est qu'il soit imposé. On est dans les histoires on est vraiment dans le fait, est-ce qu'elles le font par elles-mêmes? Et pourquoi cette régression? Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi alors que leur mère ne le portait pas? Leur mère ne le portait pas. Aucune mère ne portait le voile islamique. Elles pouvaient porter des tenues folkloriques de leur pays, mais aucune ne portait le voile islamique. C'est ça qui est important. C'est pas du tout le même. Là, c'est l'uniforme, c'est le porte-drapeau. Elles sont l'étendard de l'islamisme, de sa capacité d'occuper les espaces et les esprits. C'est ça. Elles sont des porte-drapeaux. Et donc, si de tenues folkloriques, vous parliez tout à l'heure du Mali, les tenues du Mali, c'est des beaux boubous de couleurs et tout ça. C'est tenues traditionnelles, voilà. Mais quand elles portent le voile tout noir, c'est pas la tenue du Mali. Voilà. Et c'est là la différence. Et puis, on arrive progressivement à la fin de l'émission. Et on peut déjà applaudir notre invité. Alors, je vais vous remettre un ouvrage de Regard de Femme, donc les 10 mots qui font la France, celui qui nous sert dans les établissements scolaires, les centres sociaux, pour expliquer de manière simple et concrète ce que sont les principes, donc liberté, égalité, fraternité, loi républicaine, République unie indivisible, ce qui est important aussi à connaître, et puis pour tout ceci, pour arriver à la laïcité, la parité. Alors on a un DVD, on avait fait des scénettes, un DVD, j'ai oublié d'apporter la clé USB qui va avec, et alors c'est avec une troupe de théâtre d'art de rue, donc on l'avait fait, et la scène qu'ils avaient trouvée pour la laïcité, qu'ils avaient créée, c'était un jeune couple qui invitait leurs amis, et donc ils étaient en train de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire à manger. Et il y avait alors ils ont commencé, il y avait des amis bouddhistes, des autres juifs, des autres musulmans, des autres... Résultat des courses, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de la salade. Même pas du pain, parce qu'ils avaient trouvé qu'il y en avait qui pouvaient faire le pain. Donc ils descendent et ils vont à l'épicerie, et puis l'épicerie était fermée, c'était le lundi de Pâques. Donc voilà, c'était leur vision de la laïcité. Donc, et c'est pour ça que j'apprécie quand on fait faire ça avec humour. Et donc, je vous l'enverrai. J'ai votre adresse, je vous enverrai la clé USB pour aller avec. Voilà. Et puis, si vous voulez, j'ai quelques plaquettes de Regard de Femme pour celles ou ceux qui les souhaitent. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau que nous allons mettre dans notre centre de ressources de laïcité qu'on est en train de constituer. Vous dire que la prochaine émission, ça sera donc le premier jeudi du mois prochain de 17h à 19h. Nous allons continuer notre cycle Voix de femmes et nous aurons Martine Serre qui va nous parler de laïcité et Europe. Voilà, et je vous dis une très bonne soirée à tous et à très bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.